Comme ce vidéo-randia durait plus de 2 heures, nous avons décidé de placer les 60 dernières minutes de ce vidéo-randia numéro 49 en privé pour les abonnés au club créé, la salle 1812 du mois de décembre 2018. Bonne écoute. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au vidéo-randia de la semaine du samedi 8 décembre 2018. Le numéro 49e semaine de l'année 2018. Oh, qu'on achève l'année 2018, puisqu'il y en a 52. Directement du Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn et Geneviève, nous avons comme invité principal M. Yves-Michel Hénuzet, électrochimiste. On va aborder le phénomène extraterrestre sous l'angle scientifique. Ah oui, comment peut-on s'intéresser à l'ufologie tout en étant un homme de science comme il est lui-même? L'info ou l'ufo-formation? On ne peut pas devenir ufologue en allant à l'université, paraît-il. Ne manquez pas de lire le complément de notre ami Gilles Surprenant, qu'on appelle le complément Surprenant, ainsi que la version MP3 qui est disponible sur le forum Orandia, qui vous apporte beaucoup d'informations complémentaires. À la réalisation, à la régie, Spirale, Geneviève. Et quand vous voyez le petit logo en haut comme ça à droite dans le coin, c'est signe que nous sommes dans la section réservée aux abonnés du club créé pour la salle 12e mois de l'année 2018, il va sans dire. Alors on peut s'en venir maintenant, Geneviève, directement dans le studio, parce que le congrès UFO 801, c'était au début du mois d'octobre 2018. C'est disponible sur notre site régulier d'ésotérisme expérimental pour ceux qui étaient présents à la salle de conférence ou ceux qui avaient pris le billet virtuel pour voir le congrès en direct. Et pour tous ceux qui décident un jour, à un moment donné, de dire, ben moi je veux faire comme si j'allais au congrès UFO 801. Et là, ils ont accès au contenu de ce congrès-là, qui est un congrès qui a duré une journée complète, avec des invités d'un peu partout, et avec une démarche plus ésotérique que scientifique. Mais j'ai rencontré monsieur, notre invité, qui est assis là. Vous le voyez maintenant, il s'appelle monsieur Yves-Michel Hénuzet. Bonsoir. Bonsoir, Richard. L'année se termine comme elle a commencé, 2018. Eh oui. En studio, ici, avec toi. Tu te souviens qu'on était devant le feu de foyer. Hein? Eh oui, ça ressemble un peu à l'alpha et l'oméga. Écoute, je veux dire pourquoi j'ai décidé de venir faire ça dans la bibliothèque ici. Oui. Quand j'ai compris que tu étais un collectionneur de livres rares, et tu as réussi la dernière fois, un coup de maître, à avoir un des 4 livres, grâce à l'appel à tous qu'on avait fait à l'émission, et que quelqu'un a téléphoné en nous disant « Ah, je vais vous le fournir si vous le voulez ». Tu as fait un arrangement que on ne révèle jamais les arrangements qui sont faits, ça c'est privé. Ouais. Mais tout le monde est content. Alors je sais que ça fait l'affaire de tout le monde parce que c'est un livre d'un Québécois, un ufologue. Henri Bordelot. Le titre du livre, c'était? C'était J'ai chassé les pilotes de soucoupe volante. Au sens figuré, évidemment, là, dans le sens chassé pour déterminer leur origine, et éventuellement les cas, etc. Donc, c'est de déterminer un peu dans l'ensemble le phénomène des pilotes potentiels de ces engins-là, s'ils sont pilotés, on va dire, manuellement. Et là, vous me disiez, juste avant l'émission, qu'il n'y en a que 4 exemplaires de ce livre-là. S'il y a des gens qui l'ont dans leur bibliothèque, il faudrait qu'ils en prennent grand soin. Qu'ils communiquent avec vous ou avec moi, en tout cas, qu'ils nous fassent savoir, puis... ça vaut la peine. C'est un livre rare. Prêt à en acheter un autre exemplaire. J'imagine, oui. Mais quand on dit un livre rare, quand on a un auteur québécois, c'est sûr que ça ne doit pas bouleverser la planète entière. C'est pas comme un Rembrandt, là, quand tu vas aller chercher un... Moi, j'ai un Rembrandt ici, là, je garde ça très précieusement, là, parce que il n'est pas question que je vais le montrer comme ça, mais je sais qu'au Louvre, ils vont être jaloux. Là, Vous le reconnaissez, c'est le philosophe de Rembrandt. Wow. Alors ça, là, c'est exceptionnel. Oui. Alors, j'ai fait cette reproduction-là en une journée. C'est pas le vrai? C'est vrai. Je viens de me vendre. Tu viens de dire c'est une reproduction. Il vient de perdre sa valeur. Non, mais il y a des reproductions qui valent cher. Il y a eu des reproductions de la Joconde qui se sont vendues des millions de dollars. Vous savez qu'en Chine, il y a des écoles de peinture pour apprendre la peinture. C'est de recopier des Rembrandt, des Léonard de Vinci. Puis les étudiants sont extrêmement compétents. Extrêmement. Ils ont
la quantité, et dans la quantité, en Chine, ils finissent par en trouver des super. Là, ils sont rendus qu'ils s'en vont sur la face cachée de la Lune. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils vont faire des découvertes? Ils ont sûrement quelque chose à cacher, hein, s'ils sont là. À cacher ou à découvrir, mais qui vont nous garder cachés. Oui, bien c'est ça. Mais moi, encore une fois, en tant que scientifique, j'ai beaucoup de réserves sur ce genre de légende-là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur la face cachée de la Lune? On a eu des photos depuis, je pense, les années 60, grâce aux Russes. Et puis finalement, la face cachée de la Lune ressemble à la face visible de la Lune. Quoi qu'il y ait beaucoup plus... moi, je l'ai vu à quelques photos aussi, à quelques reprises, j'allais dire. Mais il y a beaucoup plus de cratères. Parce que, justement, elle attire à elle les particules qui viennent de l'extérieur, plus que de l'intérieur. Entre la Terre et la Lune, il y a moins oui, du point de vue quantitatif, c'est un fait. Mais disons que du point de vue géologique, c'est à peu près, on retrouve à peu près la même chose. On a notre Lune juste là. Ça, c'est celle qu'on voit. Oui, mais on voit toujours la même face. C'est ça que les gens imaginent. Parce que la rotation est identique. C'est ça. Son temps de rotation est identique à celui de... Et là, vous allez, en tant qu'homme de science, nous expliquer la mauvaise compréhension, misunderstanding, comme ils disent en anglais, du lever de terre quand les gens sont sur la Lune. S'ils étaient dans un hôtel sur la Lune, un Holiday Inn, par leur fenêtre de chambre, ils verraient toujours la Terre exactement à la même place. Puisqu'elle ne tourne pas autour de elle tourne autour de la Terre, mais elle ne tourne pas sur elle-même. Donc, il n'y aura jamais de levée de Terre. Oui, en fait, ce qu'on dit, c'est que la Lune tourne sur elle-même dans le même temps qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pour ça qu'on voit toujours la même face. C'est ça. Mais c'est une impression qui est donnée parce Donc, que... il n'y a pas de levée de Terre. Comme on voit, nous, le lever de Lune qui apparaît à l'horizon, puis qui passe dans le ciel, puis qui redescend. Là, nous autres, la Terre, si elle est là, elle va rester là tout le temps que tu vas être sur la Lune. Oui, mais c'est quand même une belle vue. Oui. C'est sûr. C'est moins romantique, je pense, que quand on regarde la Lune. Quoique, un jour, peut-être on regrettera ce qu'on a fait de notre Terre. Oui, bien, c'est ça, c'est que ça doit être on pourrait faire un débat complet là-dessus sur ce qui nous attend, à court terme d'ailleurs, sur la Terre. Mais j'ai eu l'occasion de regarder ce que tu m'as suggéré, comme, si on peut dire, des vidéos qui viennent de YouTube, à propos, entre autres, de M. Jean-Pierre Petit. Oui. Et puis les complots. Puis là, je pourrais t'en parler pendant une heure parce que moi, je suis une personne qui ne croit pas. Puis j'aime pas le terme croire dans le domaine de la science. En science, on ne croit pas, on n'a pas d'opinion. On n'a que des analyses et des résultats et des conclusions. On peut pas dire je crois en ceci, ça n'a pas de valeur scientifique. Mais au niveau de la théorie du complot, ça a une connotation un petit peu, supérieure. Ça donne l'impression que les gens qui complotent sont supérieurs aux savants ou même au peuple. Et moi, ça, je n'y crois pas. Je crois que s'il y avait vraiment, je voudrais dire, un complot, ça serait un complot des gens qui sont supérieurs intellectuellement. Et si c'était le cas, il n'y aurait pas complot parce que des gens intelligents supérieurs en termes d'intelligence ne vont pas penser à la façon dont on va contrôler son voisin. On va plutôt se dire, bon, ben là, on s'entend autour d'une table de comment on va faire les choses, ce qu'on appelle l'ordre nouveau, sans essayer de penser à inventer une arme tellement diabolique qu'elle peut être dangereuse, en fait, pour tout le monde. En fait, tu connais l'expression probablement qui s'appelle une victoire à la Pyrrhus. Non. Une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire à cause de M. Pyrrhus, justement, de l'Antiquité. Et là, ma mémoire me fait défaut si c'est grec ou latine. Mais je crois que c'est grec. C'est que c'est un type qui a, à un moment donné, dans une bataille, fait un combat extraordinaire et il a vaincu l'armée ennemie. Mais il restait pratiquement plus de ses propres soldats. Fait que donc, il a vaincu l'armée ennemie, mais il a vaincu aussi presque aussi son armée. Fait qu'il a peut-être resté 3 survivants. Ah ben, théoriquement, il a gagné, mais quand il reste juste 3 survivants, est-ce qu'on peut réellement parler d'une victoire? Donc, une victoire à la Pyrrhus, c'est de dire, bon, on envoie des armes atomiques ou d'autres sortes d'armes auxquelles on ne pense pas en ce moment, qui pourraient exister en théorie ou même en pratique. Et c'est tellement horrible comme résultat que la personne qui va se servir de cette arme-là, elle-même, est détruite.
Et puis notre planète est extrêmement fragile. On n'est pas loin d'à peu près 8 milliards d'habitants. En ce moment, on a dépassé le point de non-retour au niveau de la capacité qu'on a à nourrir les gens de la planète. Ouais. Donc, on n'est plus capable de nourrir tous ces gens-là. Il y aurait peut-être des moyens artificiels pour, arriver à compenser un peu, mais ça, c'est juste un cataplasme parce que de toute façon, lorsqu'on sera rendu à 9 milliards, le problème va revenir et ainsi de suite. Alors, on a un problème au niveau du contrôle de la population. Alors, on entend Geneviève qui nous dit des choses pendant que vous parlez, là, ça dérange, évidemment. Mais en guise de conclusion, pour ça, en ce qui concerne la théorie des complots, moi, personnellement, je n'embarque pas. Je pense que on doit s'en aller vers plutôt ce qu'on appelle la partisanerie. Être partisan des complots, partisan du positivisme ou partisan du négativisme, c'est tout ce qu'on peut faire. Avoir une opinion sur ce qui peut se passer, ce qui pourrait se produire éventuellement. Eh bien, je pense à date, tout ce qu'on peut faire, c'est comme ce qu'on appelle en anglais du wild guessing. Là. C'est simplement de deviner de ce qui pourrait se passer. Mais je me dis, s'il y a des gens super intelligents qui travaillent pour les gouvernements, peu importe lequel, chinois, russe ou américain, j'arrive pas à croire qu'ils laisseraient dans des mains de personnes, qui soient civiles ou militaires, qui seraient, je dirais, moins capables de comprendre, d'analyser, de faire une synthèse de la situation, de dire, bon ben faites ce que vous voulez, si c'est une question de pouvoir, ben faisons cela, et on va aller chercher le pouvoir. Mais le pouvoir, pourquoi? Il faut toujours revenir aux 3 instincts de l'homme, comme je dis si souvent. L'instinct d'autorégulation, l'instinct de reproduction, puis l'instinct de conservation. Qu'est-ce que c'est l'autorégulation? C'est par exemple que instinctivement, l'homme, il y a eu des expériences qui ont été faites assez récemment, je parle d'à peu près une quarantaine d'années avec Michel Siffre, un spéléologue français, où l'homme, d'une façon naturelle, mange à des heures régulières, dort à des heures régulières, même s'il est en absence de tout stimuli. Alors, Michel Siffre s'est enfermé pendant 6 mois dans une caverne et on s'est rendu compte que le cycle naturel de l'homme était de 48 heures d'activité pour 12 heures de sommeil. Parce qu'il n'y avait ni montre, ni point de repère d'aucune sorte. Complètement enfermé, oui. Si longtemps au travail oui. Et si peu pour dormir. Oui, et ça a pris quelques jours. Le cercle qu'on appelle circadien, justement, là, qui suit le soleil, la nuit, le jour, la nuit. Mais en absence de soleil. C'est pas une nécessité naturelle biologique. Naturelle quand on est à la surface de la planète, mais elle n'est peut-être pas naturelle chez l'homme en absence justement de ces points de repère-là. Il faut trouver la planète d'origine de l'humanité où ça devait être le cycle circadien. En tant que scientifique, je te dirais que la planète d'origine de l'humanité, c'est la Terre. Oui. Ça ne fait aucun doute. Ben, regarde, la grande question de notre émission de ce soir, c'est justement, vous êtes un homme de science. Vous avez participé à un congrès ufologique. Puis il y avait des sceptiques, des sceptiques qui se disent scientifiques aussi, là, puis moi je les ai plantés parce que j'ai dit, écoute, ça n'a pas de bon sens quand on nous dit un ovni qui part à toute vitesse dans le ciel, les témoins qui voient un ovni nous disent, ça a décollé à des vitesses fantastiques, puis ça n'a pas fait de bang supersonique. Je leur ai dit, connaissez-vous les travaux de Jean-Pierre Petit, dont on parlait tantôt? Ouais. Puis ils me disent, de qui vous parlez? Non, c'est ça. Ben là, tu sais, je veux dire, des vrais scientifiques connaissent un peu, s'ils ont la parole sur la place publique, ils doivent être capables de connaître le basic. Tout le monde en ufologie connaît Jean-Pierre Petit avec la MHD, qui fait que ça crée un vide devant l'OVNI, qui, lorsqu'il décolle, ben, il ne pousse pas de l'air, il n'y a pas à battre la vitesse du son dans l'air, il enlève l'air. Ouais. Alors, il n'y a pas de bruit supersonique. Et ça a été prouvé parce qu'il y a des appareils aujourd'hui qui circulent en MHD et qui ne font aucun bruit. Ben, c'est normal. Et ces gens-là ne connaissent probablement pas les travaux précurseurs d'un autre grand savant français aussi, qui a écrit le livre en 1974 qui s'appelle Le défi de l'antigravitation, donc Marcel Pagès. Ah, mon Dieu, oui. Bon, alors lui, il a fait toutes les équations mathématiques. Il a fait des petites expériences aussi dans son laboratoire pour prouver ses théories. Il a été chercher un brevet d'invention sur une soucoupe volante théorique. Ce qu'il n'avait pas à l'époque, évidemment, c'était comme dire comment on peut arriver avec une source d'énergie que l'on ne connaît pas maintenant pour produire l'espèce d'effet à l'intérieur du vaisseau, les gens, ils restent tels quels. Peu importe le mouvement qu'ils font, même s'il est brusque, les gens à l'intérieur, eux autres, ils sont pas du tout affectés par
le déplacement du Ce qu'on vaisseau. appelle un champ d'inertie. Un champ d'inertie, c'est comme s'il y ça. avait une opposition entre un champ dans lequel les gens vivent et le champ qui permet justement le déplacement. Alors, c'est ça qui permettrait de faire des mouvements très, très rapides sans que les gens en soient affectés. Je donnais un exemple aux scientifiques, aux sceptiques du Québec, justement, au fameux congrès, que vous prenez un poisson rouge, parce que j'ai fait l'expérience devant les caméras, là, je n'ai pas, je pensais pas, et on met de l'eau à rabord, là, puis on met un couvercle qu'on ferme hermétiquement, là, mais notre poisson rouge qui est dans l'eau, là, parce qu'il est dans l'eau, puis que l'eau ne se brasse pas, là, et c'est fermé hermétiquement, là, si tu le brasses dans tous les sens, comme un ovni pourrait faire, là, puis là, tu le déposes, le poisson rouge a l'air de ne pas avoir bougé. Pas beaucoup, non. Parce que c'est parce qu'il est dans un milieu aquatique qui est extrêmement, entre parenthèses, visqueux. Et on pourrait dire... Cohérent. On pourrait dire qu'un champ électromagnétique de polarité inverse à celui du déplacement aurait à peu près le même effet, même si en théorie, il serait soit dans le vide ou soit dans l'atmosphère que ces gens-là puissent respirer. Ouais. Ça, c'est une autre grosse question. Est-ce que ces gens-là respirent? On n'a jamais réussi à mettre la main sur un extraterrestre pour dire, comment peux-tu respirer dans notre air? Parce que tout le monde qui ont eu l'occasion de voir le fameux film La guerre des mondes, on parle de la dernière version, celle avec, comment il s'appelle, Tom Cruise. Les êtres finissent par être vaincus grâce aux micro-organismes qu'ils ont dans l'air. C'est qu'on a pris tellement de précautions lorsqu'on a été sur la Lune pour ne pas être contaminé par des éventuelles bactéries qui pourraient y avoir à la surface de la Lune, qu'on se dit, dans le fond, un virus, c'est extrêmement petit. Un virus est tellement petit, en réalité, qu'il a même pas même malgré qu'il y a une structure organique, c'est une matière organique. Et là aussi, il est très très près d'une matière cristalline et minérale. En fait, un virus, c'est une vie entre un minéral, pas minerai, mais excusez, un minéral, donc une structure qui est théoriquement proche d'une céramique, et d'une macromolécule organique. Ce qui fait que c'est très très petit. Ça ne se voit pas à l'œil nu, ça se voit seulement qu'à des microscopes extrêmement puissants, mais ça peut tuer un être humain aussi. Il y a beaucoup de gens qui meurent de certains virus. Alors, c'est pas une question de dire ce qu'on va respirer, il faut que ce soit gros pour qu'on en meure. Alors, ces gens-là qui viennent ici, comment peuvent-ils deviner qu'il y a, par exemple, 657 000 sortes de virus possibles imaginables terrestres, dont l'un d'entre eux peut leur être fatal. Donc, la seule façon de ne pas être affecté par le virus, c'est qu'il ne faut pas qu'il rentre dans leur organisme. Alors, peut-être ne respirent-ils pas, ou lorsqu'ils touchent quelque chose en contact avec leurs mains, leur peau est, disons, imperméable à ce qu'il pourrait y avoir comme bactéries ou virus à la surface de ce qu'ils touchent. Pour l'instant, on n'a aucune idée, c'est juste des spéculations. Mais je sais que l'homme, quand l'homme, lui, va aller sur d'autres planètes, en particulier la prochaine, c'est Mars, il pourrait y avoir, en théorie, sur Mars, des virus ou peut-être des petites bactéries, enfin, quelque chose de vivant qui peut vivre dans cette atmosphère-là, une atmosphère de CO2, avec des températures quand même qui sont pas si mal. Hein. Mars, on peut, avec un bon scaphandre, on pourrait même peut-être se promener à certains endroits sans vêtements trop protecteurs. Enfin, ça c'est... Votre prochaine incarnation? Oh, peut-être aussi. On n'a plus besoin de rien à ce moment-là. Alors, c'est complètement différent de Vénus. Tantôt, je parlais, juste un peu avant qu'on commence, la discussion de gens qui ont prétendu avoir été sur d'autres planètes, avoir visité d'autres planètes, comme le plus grand d'entre eux, probablement, que tout le monde connaît en ufologie, George Adamski. Ensuite de ça, il y a eu, mon préféré à moi, c'est Woodrow Derenberger, comment est-ce qu'on peut le prononcer, ou Derenberger à la française. Il y a eu aussi Truman Bethurum. Et les autres, ils ont été toutes sortes de planètes. Woodrow, lui, était sur une planète qui s'appelle l'Anulos. Il y en a eu d'autres aussi qu'il a nommé dans son livre. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant, mais tu lis ça... Est-ce que pour lui, c'est vrai, là? Ou bien non, c'est un roman? Pour lui, c'est vrai. Oh, OK. D'ailleurs, ce que peu de gens savent peut-être, sauf les ufologues comme toi et moi et la plupart de nos auditeurs... Ben oui, en tout cas, scientifique, ufologue, c'est rare. C'est autre chose. C'est une perle rare. Oui. C'est que, et je vais te dire par la suite la raison pour ça, c'est que les gens qui ont été ou qui prétendent avoir été sur d'autres planètes, évidemment, n'ont pas apporté, malheureusement pour nous, les scientifiques, la moindre preuve
sinon des témoignages, mais ces gens-là, même sous hypnose, ils vont dire exactement la même chose. Ils ne mentent pas. Je suis convaincu que ces gens-là, ce ne sont pas des menteurs pour la plupart. Il y en a, c'est sûr, il y a des mythomanes. Oui. Mais il y en demeure pas moins que ces gens-là, dans leur esprit, c'est vrai. Même sous hypnose, ils vont dire exactement la même chose qu'ils vont dire lorsqu'ils sont conscients. Mais ça ne veut absolument rien dire. Et le premier qui aurait pu le confirmer, évidemment, c'est le psychiatre qui a mis sous hypnose Betty et Barney Hill, que lui-même, il a dit, même moi, après Monsieur Benjamin Simon, que lui-même n'a jamais prétendu, hors de tout doute, que tout ce qui avait été dit, c'était la vérité, parce qu'il dit des fois, les gens, dans des fantasmes, ils vont vivre ça, mais elle, ce qui a mis son histoire plus sur la map, c'est toutes les autres choses dont on pourra reparler tantôt, la fameuse carte du ciel, et puis les preuves matérielles, sa fameuse robe qu'elle exhibait encore, évidemment avant son décès en 2004, devant plusieurs écrans pour voir les marques sur sa voiture, etc., beaucoup d'autres choses. Les marques sur les souliers vernis. Sur les souliers vernis qui étaient éraflés. Sur le dessus. Sur le dessus. Parce qu'il avait été traîné, justement. Exactement. Ah oui, ça c'est des choses, on dirait que des gens ignorent ou ne parlent pas. Moi, j'ai rencontré Richard Bolan, l'Américain ufologue là, célèbre. Là. Puis je lui ai posé une question sur George Adamski qui ridiculisait, parce que quand je suis arrivé, je lui demande, puis George Adamski, la gorge chaude. J'ai dit, moi, ce qui m'intrigue, par contre, là, il y a beaucoup d'éléments étranges dont les ufologues évitent de parler quand ils disent que George Adamski, c'est un faussaire. Mais comment ça fait-il que les Anebu, les plans des soucoupes volantes qu'on dévoile depuis les années 80, qui faisaient partie du Troisième Reich, qui était un travail qui était amené par, soi-disant, une société extraterrestre qui est nordique, qui venait du pôle Nord, qui arrivait de société de Tulé. Oui. Ben, l'île de Tulé. Oui, puis c'est dans le Nord, c'est dans le... Oui, c'est probablement le cercle arctique, quelque part en Islande, entre l'Islande, puis peut-être... le Groenland. Le Groenland. Exactement, c'est ça. Et ils sont semblables, exactement, aux ovnis photographiés par George Adamski, qui, moi, je connais beaucoup l'histoire de George Adamski pour avoir rencontré même des gens qui ont vécu des expériences avec lui, que j'ai rencontré moi-même en personne avec eux aux États-Unis. Non, pas George Adamski. Les gens qui l'ont connu. J'ai rencontré George Adamski. Parce qu'il est mort en 65. Oui. Quand j'étais petit garçon, ma tante qui me gardait m'avait amené à la salle Le Plateau à Montréal, car il est venu donner une conférence. Wow. Et j'ai été présenté à lui, et j'ai retrouvé la dame qui l'accompagnait, qui vit et vivait, en tout cas, je ne sais plus si elle vit encore aujourd'hui, aux États-Unis. En tout cas, c'est toute une histoire. Tu sais, Richard Glenn, l'ésotérisme, là, c'est pas pour rien que ça s'appelle ésotérisme expérimental. D'abord, parce que c'est expérimental. Et je ne l'ai pas appelé ufologie expérimentale. Je ne peux pas dire ça. J'aime mieux parler d'ésotérisme. En tout cas, Yves Michel, c'est vous le héros ce soir. Et c'est rare qu'on peut avoir un scientifique qui s'intéresse à ce sujet-là. Par hasard, est arrivé ici à la maison une amie, une dame à moi que mon public connaît déjà bien. Et je pense que c'est le moment de la présenter parce qu'elle va sûrement avoir le goût d'intervenir à un moment ou l'autre pour dire des choses. Il s'agit de Joanne. Vous l'avez peut-être reconnue, notre amie Joanne. Bonjour, Joanne. Bonjour, Richard. Ben oui, ça t'étonne-tu de voir un scientifique intéressé par l'ufologie? J'aime ça. Ah oui, hein, j'imagine. Hein? J'aime ça. On est rendu là. Puis déjà, depuis une heure, on parle avec lui ici en studio, puis on se rend compte qu'il y a une ouverture d'esprit, même s'il demeure, je ne dirais pas sceptique, mais critique, hein, c'est ça, avec un raisonnement scientifique, c'est normal. Hein. Écoute, actuellement, au niveau scientifique, je crois que l'avenir, c'est que les scientifiques s'intéressent à ce qui n'est pas connu. C'est comme ça qu'on découvre des choses. Il ne faut pas non plus qu'ils restent dans dans ce qu'ils savent déjà. C'est toujours d'aller plus loin et de découvrir et d'être capable démystifier tout ce qui est non connu et être capable d'amener des preuves. Alors, on est rendu là et ça continue. Réalisé qu'il y avait une caméra qui te montrait de gros plans. Là. Ouais, Richard, c'est toi qui n'as pas réalisé que c'est elle qui est en train c'est elle qui diffuse? Je vois pas Geneviève, la caméra qui est devant elle. On pourrait la... 3 caméras, j'en ai pas 4. Oh, c'est pas grave. Et en plus, ton image... La deuxième caméra, Geneviève, est prête pour montrer Joanne de proche. Ben oui, mais merci. Bon, voilà. Alors, c'est ça, tu sais. On l'a. On l'a. Ça se parlait qu'on se comprend. Bon, alors, justement, à côté de toi, là, il y a des gens qui se demandent peut-être, c'est quoi ça, ce panneau-là, là, qui est en bois?
Alors, pour les spécialistes en ufologie, ça n'a pas échappé au regard de notre ami Yves Michel Unizet. Est-ce que tu savais ce que c'était, ce plan-là? Oui. Là? Oui. Ah, tu le connaissais, Oui. Joanne? Oui. Alors, évidemment, je demandais à notre ami Yves Michel de nous en parler un petit peu. Tu me permets, Joanne? On passe à Yves Absolument, Michel? oui. Alors, ben oui, hein, c'est un plan très célèbre. C'est un plan très célèbre. Ça a été dessiné sous hypnose par Betty Hill en 1963. Donc, 2 ans après son contact avec les extraterrestres. Contact qui n'a pas duré tellement longtemps, 2 heures, mais peut-être moins que ça, parce qu'ils ont un moment donné perdu, se sont arrêtés. Ouais. Évidemment, Betty Hill, qui est une travailleuse sociale, n'avait pas de notion, même de base en astronomie. Alors, elle lui a demandé, finalement, aux leaders des extraterrestres, parce qu'il y en avait comme, on pourrait dire, 2 espèces, 2 races, alors que sur la Terre, il n'y a qu'une seule race d'hommes. Peut-être que sur d'autres planètes, il y en existe plusieurs qui cohabitent. Donc, aux leaders, elle a demandé, d'où venez-vous? Alors, il lui a demandé, ben, savez-vous, en lui montrant cette carte-là, vous où vous êtes? Fait que tu es parti à rire. Elle dit, moi, j'ai aucune notion d'astronomie. Bon, il dit, ça me donne rien à ce moment-là de te dire d'où je viens parce que ça te donnera pas d'idée. Mais elle a quand même mémorisé cette carte-là dans son subconscient. Oui. Et lorsqu'on lui a demandé, parmi ses souvenirs, de dessiner la carte, elle a fait un dessin exhaustif, un genre de croquis schéma qui ressemblait énormément à ça, là, quelques petites détails. Bref, c'est un dessin à main levée. Ouais. Et à l'époque où elle a dessiné en 1963, tout le monde a dit ceci n'a aucun sens, il n'y a rien dans l'espace qui ressemble à ça. Et ça a pris bien des années, et je me souviens plus de la date exacte, je ne sais pas si ça s'est arrivé même après la mort de son mari, Barney, en 1969, où là, on a découvert, grâce à des télescopes plus puissants, et puis aussi avec des personnes qui ont eu l'intelligence de faire pivoter, de faire une rotation de ce plan-là en 3D pour s'apercevoir que ça, c'est une vision extraterrestre de la constellation et de notre Soleil et des autres systèmes qui étaient aux alentours. Puis finalement, on a compris que c'était la planète principale. Tu sais comment elle a procédé pour le voir en 3D? Avec des cordes, elle plaçait des balles de ping-pong. Seulement, oui. Okay. Elle a pris une pièce dans sa maison où elle avait enlevé les bureaux puis tout, là. Puis avec des scotch tape au plafond, là, avec une corde, pour que de la Terre, les étoiles qu'on voit autour de notre système solaire, elle est placée là. Elle est placée plus proche ou plus loin, parce que ça, on sait les distances en années-lumière, là. Ouais. Puis la grosseur, puis etc. Puis elle est arrivée, à un moment donné, à se promener, puis essayer de trouver où est-ce que c'est que je pourrais voir ce que les autres voyaient. Elle s'est placée à Zeta 1, Zeta 2 de la constellation du réticule. Exact. Paf! Elle est tombée là-dessus. Ça arrivait là. Ouais. Et ça a été comme corroboré par des astronomes, là, des hommes de science. Par la suite, mais grâce à des... Aussi, c'est qu'il y a eu une évolution parallèle. C'est ça, oui. Mais ça, c'est comme, pour moi, en tant que scientifique, assez difficile à éliminer, ou si on peut dire, à essayer de discuter, etc. Il y a des gens qui sont amusés, comme on parlait du fameux monsieur Philippe Klass, qu'on n'aime pas bien parce que c'est pas un sceptique, c'est un négationniste. Lui, il essaie de trouver des explications farfelues. Je me souviens, dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, où j'étais un membre d'un club d'ufologie dont je me souviens même plus du nom. C'est un petit club comme ça qui s'était constitué à l'époque à l'université. Et puis les gens, justement, essayaient de trouver des explications scientifiques aux soucoupes volantes qu'il pouvait y avoir. On appelait ça encore des soucoupes volantes à l'époque. Puis là, les gens disaient, c'est pas compliqué. Le soleil reflète sur un lac. Le rayon reflète sur l'aile d'un avion, qui reflète sur un glacier, qui reflète sur un deuxième lac, et qui reflète... Là, à un moment donné, c'est quand on veut tuer son chien, on dit que la c'est ça, c'était un petit peu trop. Alors, moi, dans le problème des sceptiques, c'est que je suis en partie sceptique, et il le faut aussi, parce que sans ça, les gens, ils vous rempliraient comme une cruche. Le scepticisme? Le scepticisme, c'est de dire... Je suis prêt à vous écouter, un peu comme les gens disent dans le film Ghostbusters, là. Osez parler, on est prêt à vous croire. Alors, on laisse parler les gens, on est ouvert, et après ça, on commence à faire l'analyse. C'est la méthode scientifique.
qui est apparu, je crois, au 17e siècle. Alors, on arrive avec une méthode, puis là, on commence à faire du recoupement. On essaie de voir s'il n'y a pas eu d'autres témoins, ce que les gens disent, est-ce que ça tient la route par rapport à des événements qui auraient pu avoir lieu. Puis là, à un moment donné, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui disent, ben ça n'a pas vraiment de sens. Puis là, on va tomber aussi sur des bouquins, et là, j'en profite peut-être pour le montrer. Ben, est-ce que tu veux le montrer, toi, oui. Charles? J'ai une caméra qui se prête à ça, là, bien. Alors, ce livre-là, pour moi, que j'ai redécouvert, je le conseille à tout le monde. C'est un livre qui... Avec ton plastique, là, on a de misère, on a des reflets de lumière. Oui, malheureusement, mais ça s'appelle donc A Common Sense Approach to UFOs. C'était écrit par Betty Hill, justement, celle dont on parle depuis tantôt. Et ça, je dirais que... ou par elle-même, exactement, c'est elle-même qui l'a écrit. En quelle année qu'elle l'a écrit? En 1995. OK, c'est pas très vieux, mais non, encore... non, c'est ça, ça doit peut-être... Parce que son événement d'abduction a eu lieu en quelle année? En septembre 61. Oui, c'est ça. Ouais, et puis... elle a eu le temps de digérer. Elle a eu le temps de digérer, mais plus que ça, là-dedans, quand vous lisez... Pour les ufologues, ou pour les gens qui s'intéressent à l'ufologie, et surtout au phénomène très précis de l'abduction, donc du 4e type, c'est une Bible. Parce que cette dame-là... 176 pages, c'est pas très gros, là. D'une intelligence exceptionnelle. Exceptionnelle. Et puis, elle a étudié des milliers de cas pendant plusieurs années. Et c'est que moi-même, pour avoir entendu au cours des dernières années plusieurs témoignages de gens présumément abductés ou même contactés, je me suis rendu compte qu'avec l'analyse que Betty a faite de l'ensemble des gens qu'elle-même elle a rencontrés, elle arrive avec des arguments qui sont d'ordre scientifique, psychologique, etc., qui fait en sorte que tu me demandes, j'avais jamais vu ça sous ce point de vue-là. Et là, elle prétend, parce qu'évidemment, tout le monde l'a accusé de tout ce que vous voulez, plagiaire, imagination, schizophrène. Elle y a passé dans le blender, mais il n'y a rien qui l'a affecté. C'est qu'elle arrive à la conclusion, sa conclusion, que sur 1000 cas d'abduction, il y en a moins de 6 ou 6 maximum qui sont réels ou du moins inexpliqués, que les autres, les 994 autres, il y a tout le temps quelque chose pour dire ça peut pas être ça à cause de ceci et de ça. Et là-dedans, ce que j'ai appris, c'est que les gens qui prétendent avoir été abductés à moult reprises, elle, ça la fait bien rire parce qu'elle dit non. Une abduction, c'est non seulement rare, puis les gens qui font une abduction, quand ils vont le faire sur un être humain, ils vont chercher toute l'information qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de dire, bon ben là, je fais mon brouillon A, mon brouillon B, je vais revenir dans 5 ans parce qu'il me manque un morceau. Non, c'est pas des idiots, là. Fait que quand ils vont faire une abduction, ça va se faire d'une façon, c'est unique, puis ils vont avoir toute l'information là-dessus. Deuxième chose, plein de gens, et là, surtout, là, depuis, je dirais 5 ans, là, c'est en progression géométrique partout dans le monde, incluant le Québec. Un vent de folie, c'est que tout le monde est abducté. On a même rencontré une madame dans un des clubs que je ne peux pas nommer, qui a dit, vous savez, je vous le dis à vous tous là, dans l'audience, 1 personne sur 3 est abductée au Québec. Et là, on commençait à se regarder dans l'audience, là, on ne savait plus quoi répondre à ça, parce que là, tu sais. Fait que le problème, là, c'est ça qu'on appelle une abduction psychologique. C'est que, c'est ça que Betty a parlé, elle dit, une réelle abduction, les gens, sans aller sous hypnose, vont avoir des souvenirs de l'abduction comme elle en a eu, puis que son mari a eu, même s'il était dans les vapes. Il y avait des bribes de souvenirs, puis même lui a eu des rêves. Puis à un moment donné, il a même pensé que c'était sa femme qui l'influençait au niveau de ses rêves, parce qu'elle-même racontait les rêves farfelus qu'elle faisait où elle se voyait à bord d'un vaisseau. Et la grande conclusion qu'elle en tire, c'est que les gens qui ont été abductés ont des bribes de souvenirs. L'hypnose ne sert qu'à aller chercher de la précision sur l'événement réel. Mais quelqu'un qui arrive et qui dit, ah, moi, je pense pas d'avoir été abducté, là, j'ai 45 ans ou 50 ans, puis ça m'est jamais arrivé. Fait que je vais aller voir un hypnotiste pour voir si je l'ai été. Alors là, ils vont voir M. Joblot, hypnotiseur de profession, que il y a peut-être, je sais pas moi, 3 mois de formation dans le domaine de l'abduction qu'on appelle rétroactive non suggestive. Puis là, il va faire parler la dame, etc. Puis là, la femme, elle va dire sous hypnose, oui, quand j'étais jeune, là, j'ai été pris par des gens qui étaient de telle couleur, qui étaient faites comme ça, puis qui m'ont dit telle affaire, puis j'ai vu dans le vaisseau, j'ai vu cela. Les gens qui disent ça
sont pas nécessairement mythomanes. Ce sont des gens qui ont imaginé ça, parce que Dieu sait que moi, je suis un partisan de Carl Jung. Je crois que les rêves, c'est la poubelle de l'esprit. Les gens ont imaginé ça avec le temps, d'une façon rétroactive. Puis là, à un moment donné, sous hypnose, ils vont dévoiler ces histoires-là qui ne s'est produit que dans leur tête à eux, en réalité. Attends, Yves Michel. J'ai un spécialiste qui vient régulièrement à l'émission de dire que Jung dit que les rêves, c'est la poubelle de l'esprit. Oui. Je suis pas sûr que Jung dise ça, parce que Jung s'en sert beaucoup justement pour aller chercher à la fois du subconscient et à la fois des messages qui sont... il était un adepte de la connaissance des synchronicités. Hein. Puis il disait que si tu rêves à ça, c'est qu'il y a une synchronicité qui t'amène à ouvrir la conscience sur une prise de conscience de quelque chose. C'est pas une poubelle à ce moment-là. Tu sais. Bien, il faut s'entendre peut-être par la définition du mot poubelle. Qu'est-ce qu'on met dans une poubelle? C'est n'importe quoi. Alors, il peut y avoir surtout ce qu'on n'a plus besoin. Ce qu'on n'a plus besoin. Mais dans une poubelle, je crois que si on extrayait le contenu d'une poubelle moyenne ici au Québec, n'importe où, dans n'importe quelle ville, on trouverait des choses qui sont totalement récupérables, compostables, etc. Il y a des choses là-dedans. Sauf que une poubelle, c'est dans le sens que tu n'as pas de contrôle, premièrement, sur tes rêves. Tu n'as pas de contrôle sur ce que les rêves ils vont te donner comme information, si c'est le cas. Puis, tous les gens ou tous les livres que j'ai pu lire sur l'interprétation des rêves m'a toujours laissé, en tant que scientifique, hyper sceptique. Pourquoi? La raison, c'est qu'il y a des gens qui prétendent avoir eu des rêves prémonitoires. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais il y en a peut-être eu 1 sur 1000. Mais il y a des gens qui disent « Ah non, moi je rêve toujours, là, puis ça va arriver. » Non, ça c'est de l'anticipation. Puis c'est comme quelqu'un qui dit « Ah, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va m'appeler bientôt, là. » Puis là, 1 heure après, quelqu'un l'appelle. « Ah, je l'avais dit, je l'avais dit. » Mais non, mais ça fait partie d'un peu des moyennes statistiques. Une personne se fait appeler, je sais pas moi, 50 fois dans une semaine, forcément, si tu dis que quelqu'un va m'appeler bientôt, tu as des grosses chances de tomber dessus. Et je voudrais ouvrir une autre parenthèse scientifique dans le domaine des statistiques, c'est que dans le domaine de l'ufologie, ou dans le domaine des sciences, dans le domaine de la vie, et même on pourrait anticiper dans le domaine des religions, de la théologie, même de la théosophie de Dieu, on parle de statistiques. Alors, lorsqu'un sceptique ou un scientifique dit, statistiquement parlant, ce que nous sommes, ce que l'on vit, ce qui se passe en ce moment, statistiquement, ça devait arriver. Pour moi, rien n'est plus faux. Parce que premièrement, il y a 3, entre parenthèses, si on peut dire, 3 réalités à l'échelle de l'homme. Il y a la matière, il y a l'énergie et il y a le vide. Je me suis déjà souvent posé la question suivante. C'est quoi le vide? Comment ça se fait que il y a, partons du principe que la théorie du Big Bang qui a été introduite dans les années, je crois fin des années 60, début des années 70, est vraie. Partons du principe qu'elle est vraie. Enfin, il faut partir avec quelque chose. Donc, j'ai une masse de matière au centre de l'univers. Mais où est-il le centre de l'univers si c'est l'infini? Alors, il y a une masse de matière qui tout d'un coup explose dans toutes les directions. L'univers est anisotropique, mais curieusement, les galaxies ne sont pas pareilles. Contradiction flagrante. Les physiciens, je pense qu'il n'y en a pas un qui s'est arrêté pour avoir pensé à ça, mais enfin, c'est un non-sens total. Et là, l'univers explose, donc, et elle se propage. 1, d'où vient le vide? 2, d'où vient la matière et l'énergie? Alors, sans tomber dans la théologie puis dire que c'est un Dieu qui a créé ça, si on fait abstraction du côté théologique de la question, aucun cerveau humain n'est capable de comprendre, aussi puissant soit-il, ce que c'est que du vide et ce que c'est que de la matière. Parce que si matière il y a et énergie, puis la preuve c'est qu'on est tous là, donc on est soit fait de matière ou d'énergie ou des deux ou d'une seule, ça vient d'où? Il faut qu'il y ait un temps t égale 0, mais avant t égale 0, la matière qui a constitué le Big Bang, puis qui a fait probablement au départ un Big Crush, Big Bang, Big Crush, Big Bang, ça veut dire qu'il y a une pulsion d'environ 10 milliards d'années entre le Big Crush et le Big Bang, et c'est à l'infini. Mais ça en demeure pour moi que le cerveau humain est absolument incapable de comprendre l'origine de cette matière
ou énergie ou vide là. Donc, quand on dit, ben, vous savez, après que le Big Bang se fait, il y a de la matière qui se refroidit, ça forme des galaxies, qui forment des étoiles, qui forment des planètes, et puis ça gravite. Puis finalement, ben, bon, il se passe de quoi sur ces planètes-là, etc. Mais je veux dire, les probabilités, si on se limite à ça, moi, je défie tout actuaire de nous parler de probabilités, de statistiques pour dire quelles sont les chances que nous soyons ce que nous sommes. Je ne veux pas dire qu'obligatoirement on tombe dans la théologie puis qu'il faut qu'il y ait un Dieu à l'origine de ça. Je peux pas le prouver, moi, si un Dieu là. Puis là, mon faire mon coming out ce soir. Hein. Je vous l'avoue publiquement, là, c'est pas moi Dieu le Père. Je l'ai pas, la réponse. T'as pas la barbe. J'ai pas la barbe. Ben, je l'ai déjà eu. Je l'ai coupé. Mais l'idée, c'est que je peux pas répondre à cette question-là, d'où ça vient, puis comment même l'expliquer. Puis j'ai même pas de commencement, de début, d'une amorce d'explication. Je ne fais que constater que je vis dans un monde à 3 dimensions. Je sais pas d'où est-ce que ça vient. Est-ce que si Dieu existe, c'est lui qui est à l'origine de ça? Je peux pas prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Puis de toute façon, comme je le dis souvent pour ceux qui me connaissent, dans ma religion à moi, on dit que la foi, c'est quelque chose qui nous est donné. Donc, je n'ai rien contre les gens qui sont athées. Ils ont simplement pas eu, par la grâce de Dieu, la chance d'avoir eu la foi. Donc, une personne qui a la foi va dire, mais je crois en Dieu. Puis finalement, quand tu crois en Dieu, tu commences à expliquer certaines choses, sans être capable d'expliquer l'existence même de Dieu. Parce qu'il faut bien que lui aussi, il vienne dans quelque part. Mais cette notion-là de origine d'une chose, venir de quelque part, c'est typiquement humain. Pourquoi on pense comme ça? Ben, c'est parce que notre cerveau est exceptionnellement limité. On ne peut pas penser autrement ni comprendre autrement. Alors peut-être que si un jour on a des contacts avec des extraterrestres, on va avoir ces réponses-là. Puis j'aimerais juste terminer ma longue diatribe sur un point bien important pour moi auquel je tiens énormément. C'est que, juste un message que je vais envoyer aux sceptiques, c'est que je me dis, bon, je reprends des chiffres, des petits calculs que j'ai faits ici. Il y a approximativement 400 milliards de galaxies dans l'univers. Donc, sur ces 400 milliards de galaxies-là, il y a environ 100 milliards d'étoiles. Sur les 100 milliards d'étoiles, il y en a à peu près 40 000 par 10 exposant 18 qui ressemblent à des soleils. Donc, on est rendu à 4 par 10 exposant 22 soleils ou étoiles. Des plus grosses et plus petites, évidemment. Il y en a qui sont mortes, d'autres qui sont à naître. Alors, si on dit qu'il y a une étoile sur 10 000 seulement, qui comprend une seule planète semblable à la nôtre, ça donne 10 exposant 18 civilisations potentielles. Si on dit encore une fois qu'il y en a juste une sur 10 000 qui sont issus d'une civilisation plus évoluée que la nôtre et qui sont capables de voyager dans l'espace, ça donne 10 exposant 14 civilisations, ou si vous préférez, 100 000 milliards de civilisations potentielles. Je ne peux pas croire qu'il y en a une là-dedans qui n'est pas plus évoluée que nous et qui est capable de construire un vaisseau, parce que pour moi, en tant que scientifique, une soucoupe volante, un ovni ou un okni, comme moi je les ai rebaptisés, ça demeure simplement un vaisseau qui se déplace avec une énergie que je ne sais pas c'est quoi, avec des principes dont je ne suis pas très certain, qui est constitué de matière. Par contre, là, je suis un peu plus sûr. Il y a 91 éléments dans le tableau périodique, puis il n'y en aura pas d'autres, puis il n'y en aura jamais d'autres non plus. Ah, attends, donc, tu dis 91? 91 éléments stables, oui. Parce que le technétium est instable, les transuraniens, ils ont été, c'est comme le Kurchatovium, bon, tous les éléments. Le québécium, hein, tu savais? Il y a un québécium. Il y a un québécium qui a duré très peu de temps. Ouais, c'est un Québécois qui était à l'origine de cette découverte. Puis il 35 s'attendait, quand millième, il a reçu une médaille à Ottawa, qui était pour dire, on va l'appeler le Canadadium. Puis il était venu en disant, non, j'ai choisi le québécium puisque je le baptise comme je veux et je veux que ce soit québécium. L'insulte suprême. Pourquoi pas, il y avait le droit, mais tout ça pour dire, c'est que, contrairement aux sceptiques ou à d'autres personnes qui sont plus des partisans de la philosophie extraterrestre, ce que je retire comme conclusion, comme analyse personnelle, formation oblige, formation scientifique, c'est que les extraterrestres sont simplement
des genres d'humanoïdes, comment est-ce qu'on pourrait bien les appeler, des êtres Oui. semblables à nous. En qui anglais, ils viennent disent des d'ailleurs. beings. Des beings, c'était un terme tout à fait exact, Des tout à êtres. fait juste. Des êtres qui viennent d'ailleurs et qui ont un potentiel technologique apte à venir nous visiter par des déplacements dans l'espace. Est-ce que ces déplacements-là sont en ligne droite? Est-ce qu'on passe par ce qu'on appelle des trous de verre, par des dimensions? Sky's the limit. Pour l'instant, on ne les a pas, ces réponses-là. Mais pour moi, contrairement au paranormal, ça n'a pas de connotation magique ou autre. C'est simplement du réel. Bah oui. Continue, Yves Michel, parce que... On a eu un téléphone qui n'était pas prévu sur Pas de problème. la ligne qui était de la maison. Alors, pas de problème. Moi, ce que je Tiens, dis... regarde un beings. Qu'est-ce que c'est tu ça. penses de ce... Tiens-le. J'aime ça te voir avec dans les mains. là. Qu'est-ce que tu penses de ce beings? Ah. Mon fils. Oui, oui. Mon père. Bien, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on retrouve dans beaucoup de témoignages des êtres qui ressemblent à ça, c'est-à-dire qui ont 2 jambes, 2 bras, quelques doigts, On appelle ça humanoïde, humanoïdes, forme humaine. des yeux, etc. Il peut exister bien des formes d'êtres qui sont capables de se déplacer dans l'espace à travers des vaisseaux. Oui, hello. Mais c'est tout à fait plausible au niveau de la possibilité. J'aime bien ta démarche. Merci. J'aime bien ta démarche parce que il y a peu de scientifiques qui osent aller dans cette direction-là. Et c'est le futur. On n'a pas à se cacher. C'est le futur des scientifiques d'aller dans une démarche de recherche qui va dans cette direction-là. C'est l'aventure vers d'autres connaissances. Oui, et c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Puis tu vois, c'est même presque à la limite fascinant ce que tu dis sur un point, c'est que dans mes fonctions privées, dans mon travail, je m'occupe sur une base quotidienne de recherche. J'ai été chercheur pendant de nombreuses années au Conseil national de recherche, entre autres en électrochimie. J'ai vu la recherche industrielle, j'ai eu l'opportunité fantastique de travailler même sur des projets dans le domaine spatial avec l'Agence spatiale canadienne, des petits projets. J'ai travaillé dans le domaine de l'aéronautique pendant bien des années et toutes mes années de recherche m'ont amené à la conclusion que le domaine de la recherche, c'est le monde de l'inconnu. Et moi, je suis un formateur également. J'ai un agrément du gouvernement du Québec pour donner des cours de formation agréés en usine. Je donne des cours de méthodologie de recherche industrielle. Et la première chose que je dis en introduction aux gens qui sont là devant moi, qui en général sont des scientifiques et des ingénieurs ou des technologues, c'est de dire, bon ben là, vous voulez gérer des projets de recherche, on fait de la gestion de projets de recherche. C'est quoi la recherche? C'est exactement explorer le monde de l'inconnu. On peut prendre des choses connues pour se diriger vers l'inconnu. Mais la recherche, c'est vraiment pas juste dire, je combine des trucs que je connais pour voir ce que ça va donner. Je vais coller ensemble 3 morceaux. Je mets un téléphone avec un grille-pain puis avec une paire de roulettes pour voir si je peux en même temps faire des toasts pendant que je parle au téléphone, tout en roulant. Des choses qui sont connues, que je mets ensemble. Non, le monde de la recherche, c'est le monde de l'inconnu. On ne le sait pas, on a une incertitude. On se dirige vers quelque chose dont on ignore. Et c'est le propre de la recherche. Et c'est pour ça que moi, que je me dis, c'est que j'ai adoré ma formation de scientifique, autant au niveau primaire, secondaire, collégial et universitaire, et même aux études graduées. Puis ça m'a permis, comme je t'avais mentionné tantôt d'entrée de jeu en introduction, ça m'a permis d'aller chercher les explications que depuis mon enfance, je recherchais. Comment les choses fonctionnent. J'ai tout le temps été curieux de tout savoir comment les choses fonctionnaient. Pourquoi quand on mélange 2 substances, ça change de couleur, il se forme une réaction, il y a des gaz qui ont émis de la chaleur, etc. Mais une fois que tu as les explications, tu es satisfait, tu es comme repu. Tu te dis, ah mon Dieu, ça fait des années que j'avais faim, je suis devant un copieux repas et je suis repu. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Puis là, tu commences à découvrir d'autres choses qui ne sont pas scientifiques. Tu commences à découvrir le monde du paranormal. Ah, il y a des gens qui ont vu des fantômes. Hein? C'est quoi ta première fois que tu entends parler de ça? Un fantôme, qu'est-ce que c'est? Bon, un être éthérique, vaporeux. Qu'est-ce que c'est ça? D'où c'est que ça vient? Donc, tu parles de fantômes, tu parles de poltergeist,
tu vas parler de phénomènes de déplacement d'objets, la télékinésie, tu vas parler de télépathie, etc. Eh, là, on sort de la science. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, la curiosité scientifique reprend le dessus, puis là, tu te dis, bon, ben, je suis capable de tout expliquer ça, là. Ça commence à être un petit peu plate, si on peut dire. Allons, dirigeons-nous vers quelque chose qui est absolument fantastique, parce que pour moi, c'est vraiment fantastique, le domaine du paranormal et même de l'ufologie, parce que, surtout l'ufologie, c'est que ça nous permettrait peut-être de nous avancer technologiquement à une vitesse grand V, il ferait moins perdre de temps sur ce qu'on va développer, ce qu'on pourrait développer éventuellement. Mais le domaine du paranormal, c'est un domaine qui n'a rien à voir, en fait, ou presque pas avec l'ufologie. Parce que des fois, il y a des recoupements, les gens entendent des bruits, mais ils ne savent pas si c'est un fantôme, un poltergeist ou un extraterrestre qui vient me voir. Fait que des fois, quand on fait des cas, des études de cas, c'est un peu mélangé. Mais pour moi, c'est un domaine qui échappe encore beaucoup plus à la science que le domaine de l'ufologie. Et j'ai rencontré des gens qui ont beaucoup travaillé dans le domaine, si on peut dire, du paranormal, avec des appareils, comme on appelle des K2, ou toutes sortes d'appareils, des enregistreuses, etc. Puis il y a des affaires. Vous l'avez reçu, bon. Oui, qui recherche des fantômes, puis tout ça. On a reçu aussi Louis Bélanger, de l'Université de Montréal. Oui, Louis Bélanger, c'est un psychologiste. Psychologiste. Ben, c'est le mot qu'il a inventé pour remplacer le mot parapsychologie, parce que para, c'est comme à côté de... Alors que psychologie, c'est carrément, tu rentres dans le domaine du psy. Tu as le physique, puis le psy pour le psychique. Pour le psychique, bon. Ah oui. Alors, ce monsieur-là que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer a quand même fondé un club dans lequel j'ai pu assister à certaines rencontres, oui, excusez pour le micro. Et puis, tout ça pour dire quoi? C'est que les gens que j'ai rencontrés qui sont intéressés au domaine ont tous, d'après moi, mais évidemment, c'est mon jugement, ça vaut ce que ça vaut. Comme je disais tantôt, dans mon coming out, c'est pas moi Dieu le Père, je ne détiens pas la vérité, mais on veut entrer dans des dimensions spirituelles, le monde de la vie après la vie. Ben, tout est interrelié. Tout est interrelié, mais on veut mesurer ça avec des appareils concrets terrestres faits en Chine, comme cet appareil-là ici qui mesure des radiations électromagnétiques. Moi, personnellement, je n'y crois pas parce qu'on peut pas... Enfin, pourquoi pourrait-on, avec des appareils de notre univers à nous, capter des messages d'autres univers qui n'ont absolument rien à voir avec la science? Donc, c'est le monde de la spiritualité. Ça peut s'analyser d'une façon scientifique dans une certaine mesure, à savoir, est-ce que les gens sont parano, sont-ils schizos? Ce qu'ils ont vu, est-ce que c'est... Moi, dans ma famille, il y a eu des cas de gens qui ont vu des choses, qui m'ont fait des témoignages. Et comme c'est des gens de ma famille, puis je connais comment je vais dire... leurs antécédents. Leurs antécédents et leur santé mentale, enfin, passablement, je ne doute pas de leur témoignage. Ma propre mère, qui a vu son père après sa mort. Ah, oui. Mon grand-père, d'ailleurs, maternel, il était marcou. Okay. Il pouvait arrêter le sang à distance. Il le faisait régulièrement. Il y avait des dons. Ça veut dire qu'il arrête le sang? Oui, c'était le 7e garçon d'une famille sans qu'il y ait eu des filles. T'as écrit ça comment, Marcou? Je sais pas vraiment comme ça se prononce, M-A-R-C-O-U-X. Mais moi, je ne l'ai pas connu, mon grand-père, parce qu'il est mort relativement jeune. Par rapport à moi, je suis relativement tard par rapport à lui, par rapport à sa date de décès. Mais c'est un fait. Là, il y a 150 000 témoins qui peuvent en témoigner, qui peuvent dire oui. Est-ce que tu connais le magazine Nexus? Moi, je ne fais pas de promotion parce que je le connais, tirer un profit de ça, là. Mais le magazine Nexus, qui est vraiment un magazine qui, surtout ce numéro-là, qui est le mois de novembre-décembre, le numéro 119, que je recommande à tout le monde, sont rendus très loin. Ben, ne manquez pas d'aller voir le complément de notre ami Gilles Surprenant. Tout va être là, dans les moindres détails. Et c'est le numéro qui est actuellement dans les kiosques et journaux, qui est le plus spectaculaire concernant justement l'approche scientifique de tout ce qu'on pourrait appeler là, le paranormal, et au-delà même de ce qu'on vient de se mentionner tantôt, c'était un peu là, les sous-sols de maisons hantées et tout ça, là, mais eux autres vont encore plus loin. D'ailleurs, qui voit son futur change son passé. Et ça s'explique par des hommes de science comme Philippe Guillemant, entre autres, et puis Paulin, puis d'autres. Ça va très, très loin, tout ça. On est rendu dans un monde qui remet en question des données reconnues. Là, j'ai quelqu'un au téléphone qui nous fait un petit peu de bruit. Une bonne idée, Jean, de nous avoir interpellés.
Il s'agit de Jean de Flore. Alors ça, c'est une vedette de nos émissions d'ésotérisme expérimental qu'on fait régulièrement, les vidéos rendières du samedi soir. Et Jean, lorsqu'il passe sur mon émission pour faire l'émission complète, il attire une foule de gens qui viennent voir. Excellent. Là, en direct, on est à peu près, je peux vous dire ça parce que justement, je regarde le chat là, qui se promène en même temps, le clavardage. On est à peu près 150. Aux dernières nouvelles, je vais aller faire un dénombrement nouveau. Ben, c'est ça. C'est un peu bas comme quantité d'écoute, mais il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter durant la semaine qui vient. Alors, notre ami Jean, tu es toujours à l'écoute, Jean? Bonsoir, Richard. Bonsoir, Yves Michel. Bonsoir, Joanne. Bonsoir, Geneviève. Ah, tu connais toute la maisonnée, hein? Oui. Bien, oui, je vous ai suivi. Heureusement que je n'ai pas ma caméra ce soir, sinon vous m'auriez vu rougir avec une telle introduction. Oh non, mais écoute, Jean, j'ai très hâte qu'on le fasse, ce qui était promis au public en 2018. Il faut en faire une avant Noël. La tournée des événements mondiaux. Mais là, est-ce que tu avais un commentaire ou une question à poser d'abord? Écoute, ce soir, c'est une apparition éclair là qu'on a prévue à la toute dernière minute, en fait, dans les toutes dernières 5 minutes avant que tu enregistres. Oui. Alors, moi déjà, en partant, j'aurais une question, j'aurais quelques thèmes à discuter, mais rapidement, mais avec Yves Michel, j'aimerais profiter de sa présence pour lui demander son opinion sur Oumuamua, cet astéroïde dont Harvard a laissé entendre qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau alienígène. Oui, j'ai vu 2 fois cette photo-là. D'abord, bonsoir. Oui, j'ai vu 2 fois la photo de cet astéroïde-là. Et j'ai même découpé les coupures de journaux qui les illustraient. Et curieusement, on le voit 2 fois exactement le même à 1 année presque d'intervalle. Ce vaisseau-là, si c'est un vaisseau, ressemble étrangement au vaisseau dans le 4e épisode du film, le 4e film, pas un épisode, mais le 4e film de Star Trek, où il y a une communication avec des baleines, là. De la fantaisie à 100%, mais ça ressemble un petit peu à ça, c'est un peu le même genre. Il y a l'air aussi d'un astéroïde oblong, tu sais, long, oui, là, ça étiré, là. Mais ça a l'air d'une roche, ça n'a pas l'air d'un vaisseau, ça a l'air d'une roche. Il est assez symétrique, mais Oui. par contre, dans le domaine géologique, là, il faut faire très attention, il y a énormément de symétrie. Dans le domaine des pierres, de la minéralogie, La cristallisation. La cristallisation, qu'on parle du quartz, mais si on pense, par exemple, à la chaussée des géants en Irlande, où le basalte qui a sorti de terre est hexagonal, on peut avoir des formes géométriques presque parfaites, qui sont absolument naturelles. Donc, c'est pas nécessairement une personne qui les a taillées. Mais là, tu me demandes mon opinion. Comme je disais tantôt, une opinion, ça vaut ce que ça vaut. C'est un jugement ou une analyse, parce qu'une opinion, il y a autant d'opinions que d'êtres sur Terre. Moi, ça fait partie, encore une fois, des théories du complot. Et je ne crois en aucune, sans exception, théorie du complot, car je ne crois absolument pas à l'intelligence supérieure des politiciens et des militaires. Alors, le fait de dire, oh, c'est un vaisseau qui vient, puis ils sont là pour nous étudier, puis peut-être qu'on va en profiter pour fourbir nos armes, puis utiliser leurs connaissances pour envahir nos voisins. Ça, c'est du délire, et puis ça, c'est presque... Pour moi, c'est le domaine médical qui devrait s'occuper de ça, pas un gars comme moi. C'est tout simplement, probablement un astéroïde qui a une forme un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Il y en a des centaines de milliards d'astéroïdes qui voyagent dans l'espace, dont certains ont frôlé la Terre, dont une en 1968, je m'en souviens, qui s'appelait Icare, qui aurait pu même engendrer la destruction de la Terre. Et puis, bon, c'est pas la première qu'on voit, ce sera pas la dernière, mais comme je te dis, si tu veux mon opinion, je ne crois pas au caractère, extraterrestre de cet objet céleste qui se déplace. C'est une roche, comme il y en a beaucoup d'autres, là. C'est juste sa forme qui est particulière, c'est tout. Est-ce que ça répondait à ton attente? Bien, écoute, moi, mon attente était de connaître son commentaire sur le sujet. Alors, ça me comble, le fait qu'il nous partage son point de vue. Okay. Moi, en relation avec ça, en complément avec ce commentaire,
Bien, j'ai mis sur mon canal Telegram, on se souviendra que j'ai créé un canal sur l'outil de communication Telegram, là, qui est un outil comme Messenger et autres. Geneviève va mettre chat. Ouais, Geneviève va mettre le lien en dessous du Vidéorandia qu'on fait présentement là, pour que les gens cliquent puis ils vont arriver directement chez vous. Oui, alors c'est le lien abrégé, c'est la lettre T.me pour T.me, /, Jean de Flore, Jean-D-E-F-L-O-R. Et sur ce canal-là, j'ai mis une très belle émission de Clyde Lewis, que vous savez que j'apprécie beaucoup, d'après moi le meilleur ésotériste aux États-Unis, qui fait une émission de radio tous les soirs de la semaine, avec Richard C. Hoagland. Richard C. Hoagland est un scientifique qui avait travaillé avec Carl Sagan à l'époque des sondes voyageurs. Et il parle, entre autres, de ce corps céleste-là, du papier que des scientifiques associés à l'université d'Harvard ont publié. Ce n'est pas l'université en tant que telle qui a pris une position, mais c'est plutôt des scientifiques associés à l'université qui ont pris une position sur cet objet céleste-là. Et aussi, en lien avec la physique quantique. Donc, c'est une émission passionnante pour ceux qui s'y intéressent. Je sais, Richard, tu as fait beaucoup d'émissions sur la physique quantique il y a quelques années qui étaient extraordinaires, qui étaient avec un grand conférencier européen, maintenant qui est une des sommités. À l'époque, il n'était pas nécessairement aussi reconnu que maintenant. Tu parles sans doute de Philippe Guillemard. Entre autres, oui, c'est ça. Ou d'Emmanuel Ransford. Exactement, c'était Emmanuel auquel je pensais. Ouais, d'accord. Oui, c'est ça. Ah oui. Il était au début, là. Maintenant, c'est des vedettes internationales. Je les avais abordées parce que dès qu'on est allumé sur quelqu'un qui a... Oui, tu les as propulsés. Je ne les ai pas propulsés, je ne prétends pas ça. Seulement, j'ai posé des questions d'un néophyte, que je ne suis pas un physicien, hein, mais à travers l'expérience que j'ai dans le domaine ésotérique, on voyait les rapprochements entre les enseignements ésotériques fondamentaux. Là, alors, les physiciens quantiques... Ah oui, tu as une opinion sur ça, là. Oui, on pourrait dire aussi, encore une fois, on pourrait utiliser le terme opinion. Et ils me font souvent penser aux médecins dans l'album d'Astérix chez les Helvètes, qui sont en train de faire un diagnostic sur quelqu'un qui est empoisonné. Et puis sur les 10 médecins qui sont autour du malade, il y a 10 diagnostics différents. C'est que vous avez probablement déjà entendu parler, vu, lu, peu importe, que ça a commencé par le Big Bang. Après ça, il y a eu le Big Crush. Après ça, là, il y a eu le Big Slash, le Big C, le Big Ça. Il y a eu le Big Bang, mais lui, il est arrivé un peu avant. C'est que là, ce qui agace un peu les scientifiques, c'est que les physiciens qui sont beaucoup plus théoriciens que les chimistes, comme moi, dont je suis. On est plus terre à terre, nous. La chimie étant une science expérimentale, un peu plus difficile à faire dans le domaine de la physique, astronomie. Bien, c'est qu'il y a tellement de théories, puis que les théories tombent les unes par-dessus les autres, et puis on parlait un petit peu d'entrée de jeu, pendant des années, on a cru que la vitesse de la lumière était une vitesse ultime, infranchissable, et que là, ben, depuis quelques décades, on se rend compte que non, il y a des particules qui vont beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, 10 fois plus vite en fait. Des particules matérielles. Des particules matérielles, des tachyons, des tachyons qui vont plus vite. C'est ça. Alors, l'idée, c'est qu'on va toujours plus loin et juste ouvrir une parenthèse et la refermer immédiatement pour pas accaparer tout le temps, là. C'est que au 17e siècle, à l'époque où on parlait de construire ce qui est devenu des chemins de fer, là on parle de l'époque du roi Louis XV, le chemin de fer comme tel n'existait pas. Il y avait quelques balbutiements d'Angleterre, mais bon. Alors les gens qui avaient étudié au 18e siècle les possibilités de se déplacer avec de tels véhicules disaient c'était impossible, tout le monde était pour mourir parce que l'être humain ne peut endurer une vitesse supérieure à 35 km à l'heure, l'équivalent. Ben, les chevaux vont à cette vitesse-là en courant. Là. Ils peuvent aller même un on peu peut pas aller plus plus loin que ça. Alors là, bon, on va à des vitesses qui sont nettement supérieures. Donc, on repousse continuellement les limites bon, ben, écoute, moi, je vous garde tous les deux, là.
Oui. Pour terminer l'émission, là, je vous garde tous les deux juste pour dire, écoutez, là, il y a quelque chose. Jean, tu as suivi l'émission t'as suivi l'émission avec notre ami depuis le début de l'émission. Moi, j'ai lu la déconfiture du clavardage qui a lieu en même temps que l'émission. Les gens sont complètement démontés en se disant ça n'a pas de bon sens. Un scientifique qui s'exprime sur un sujet qui est... On n'avance pas. Moi, la semaine prochaine, je reçois l'antidote de notre ami Yves Michel qui va venir. Alors l'autre, il va faire plaisir à tout le monde. Parce que l'autre, là, il va nous lancer dans des conspirations, il va nous lancer dans des modes de... Tu as vu Jean-Pierre Petit? Oui. Dans son exposé sur le truc de Poutine, là, quand il a dévoilé tous les trucs qu'il y avait à Poutine. Oui. Jean-Pierre Petit était assis ici, là, exactement où tu es, là. Puis il nous a accordé 1h30 d'entrevue très spectaculaire sur la magnétohydrodynamique, sur les univers jumellaires, sur la réversibilité du temps. T'sais, quand on dit ici dans le Nexus qu'il voit son futur change son passé, c'est rendu loin, là. Et ça s'explique. Il y a 8 pages, là, c'est à l'emporte-pièce. Alors, on est dans un monde où il y a une forme de science qu'on pourrait appeler, et d'ailleurs, on l'appelle de cette façon-là, on l'appelle la noétique. N-O-E-T-I-Q-E, pas T-H-I-Q-E. C'est pas de l'éthique, là, la nouvelle éthique. Non, c'est la noétique, noos, qui est l'esprit, et qui est l'esprit qui entre enfin dans le monde de la science par le fait qu'il agit. Tu sais, là, les morts imminentes, les effets PK, les effets de précognition, on est rendu conscient de ça. Les fameux les synchronicités, c'est pas rien que des hasards. Là, tu sais, Einstein qui disait Dieu ne joue pas au dé. On se comprend. Mais toi, Jean, tu nous amènes sur le pas d'une émission où on fait l'éloge des conspirations, des manipulations, oui. Alors, moi, je vis dans ce monde-là. Hein. J'ai affaire à toutes sortes d'approches. Et quand je suis pas content, tu l'as vu quand j'ai apostrophé les sceptiques du Québec, les deux, qui savent même pas qu'un objet peut faire un déplacement très rapide sans faire de bang. Là-dessus, on se rejoint, Richard. Moi aussi, je partage ton opinion sur les sceptiques. C'est pour ça que je les appelle plus les négationnistes que les sceptiques. Oui, c'est ça. Mais le problème, moi, je reviens à ce que je disais tantôt, et ça, je ne changerai pas d'idée là-dessus ni d'opinion. C'est que tu t'intéresses à tout ça pareil. Je m'intéresse à tout ça pareil, mais je pourrais te dire qu'au niveau des complots, je réitère ce que je dis, les gens, en général, surestiment et de beaucoup l'intelligence des pseudo-complotationnistes, appelle-les comme tu veux, des comploteurs. Oui. Non, moi, je refuse de croire à leur intelligence supérieure. Pour moi, c'est de la merde, excusez l'expression. Les fameux complots, c'est s'il y en avait vraiment, ce ne serait pas des complots négatifs, ce serait des complots positifs, parce que des gens supérieurs intellectuellement ne vont pas faire le mal, ils vont faire le bien. Attention sur des intérêts égoïstes et de alors, pouvoir. Je veux sauter dans la conversation, messieurs. Oui, allez, mon cher Jean, t'es bienvenu. Oui. Écoute, on n'est pas à Radio-Canada, c'est pas parce que ça fait plus qu'une heure qu'on est là qu'on est obligé d'arrêter. Hein. On peut continuer encore un bon 15 minutes. Moi, Richard, ce soir, je veux pas m'étendre parce que j'ai quelques messages très pointus à passer. Et puis là, ça me permet d'enchaîner avec votre conversation. Premièrement, moi, je dois dire à Yves Michel que j'apprécie beaucoup ce qu'il apporte. Parce que c'est la multitude des points de vue qui nous permet de voir plus clair. Et donc, c'est important d'avoir des points de vue qui s'affrontent, qui sont débattus. Et puis, moi, si je suis dans l'erreur, à un moment ou à l'autre, je l'admettrai. Et puis, sans problème. Je suis conspirationniste de profession. Écoutez, mon travail, c'est être consultant dans la lutte au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. International. Ce sont toutes des conspirations. Alors, vous comprendrez que j'ai l'âme conspirationniste. Alors, ce que j'aimerais dire à Yves Michel, il y a eu 2 grandes nouvelles qui sont sorties cette semaine. L'admission des chemtrails, parce qu'il y a un nouveau programme qui est proposé par les scientifiques qui dit dans leur papier scientifique que ce programme sera supérieur à l'ancien qui existait déjà. Alors déjà, voici une admission.
Et donc, c'est une première chose. Et j'ai encore mis 2 bons articles sur ce sujet sur mon canal, pas pour juste en faire la promotion ce soir, mais parce que je veux faire ça rapidement, alors les gens intéressés. Puis ça, Richard, je tiens vraiment à ce qu'on y revienne, parce que ça nous affecte tous, la question des chemtrails. Et l'autre dossier conspirationniste qui est sorti cette semaine, c'est des documents de la CIA qui ont été déclassifiés, qui ont été rendus publics, et ce sont des documents véritables qui ont été obtenus en vertu d'une longue bataille depuis 1999, en vertu de la loi d'accès à l'information. Et je veux vous rappeler qu'au Canada, à Montréal, il y a un procès actuellement intenté par des gens de Montréal qui ont été victimes des programmes MK-Ultra dans les années 60 ou 50, si ma mémoire me sert bien. Oui. Donc, on peut tenter de dire qu'il n'y a pas de conspiration, mais mon opinion personnelle, tout comme j'avais demandé tout à l'heure l'opinion personnelle de Yves Michel, mon opinion personnelle, c'est qu'il y a des conspirations. Il y a des conspirations faites par des gens très intelligents. À un moment donné ou l'autre, les conspirations éclatent et on finit par connaître la vérité. Oui. Donc, c'est mon petit point de vue que je voulais placer là-dessus. Comme ce vidéo randia numéro 49 dépassait les 2 heures, nous avons décidé de placer les 60 dernières minutes dans la salle du Club créé en privé pour les abonnés au Club créé. Le débat s'est continué avec M. Jean Deflore et M. Hénuzet en studio, ainsi que la participation de Joanne. On voit qu'on a abordé les sujets de politique internationale et aussi l'implication de l'intelligence artificielle pour contrôler le monde dans l'avenir. Si cette démarche vous intéresse, je vous invite à vous abonner au Club créé pour avoir accès à la totalité et la version entière de ce vidéo randia qui dure plus de 2 heures. L'adresse est disponible juste en bas de ce vidéo randia sur YouTube. Voici la suite maintenant, la finale. Yves Michel, c'est drôle, dans les commentaires, Salomon Gilles nous dit « Je suis français, il est vraiment très tard, je vais être obligé de vous quitter. » Avec 6 heures de décalage. À la prochaine. Et toi qui as très faim, écoute, on a fait 2 heures. Ben, c'est bon, c'est comme si on avait fait 2 heures. Alors là, je vais faire sursauter du monde. C'est possible que dans la journée de demain, je laisse passer la première journée, demain dimanche, avec nos 2 heures. Et que pour lundi, je coupe la deuxième partie réservée aux abonnés du Club créé. Et on gardera la première partie en disant aux gens, parce que là, les gens, les abonnés là, qui payent pour écouter des choses, si on fait des vidéos randia qui durent 2 heures intégralement, ils vont dire, écoute, on ne s'abonnera pas. Ils ne comprennent pas tous que l'idée, c'est que l'argent qui rentre, ça nous permet d'acheter des équipements, de pouvoir continuer à produire. Sans ça, on arrête. J'en connais qui demandent des dons. Nous autres, on ne demande pas des dons, on fait un échange là, on a passé 2 heures, offert à tout le monde gratuitement. Même si je décide, au bout de 2 jours, que cette deuxième partie que je trouve formidable, extrêmement bien. Yves Michel, tu es vraiment à la hauteur de ce que j'attendais d'un homme de science, sans être un orgueilleux pédant. T'sais, on en a des fois des hommes de science, ils ont un savoir, ouais. Et ils l'étalent sur la table. Tu sais, comme ils disent, c'est quoi qu'ils disent? C'est comme la confiture. Oui, c'est ça, ils répondent. Quand t'en as pas gros, tu l'étends le plus possible. Parce que tu as une compétence, mais quand tu as beaucoup de compétences, tu n'as pas besoin de l'étendre, on le remarque, on le voit. Non, de toute manière, comme j'ai dit, je ne suis pas Dieu le Père. Ce que j'aimais comme idée, ça me vient d'un ensemble d'intuition, de cogitation, de déduction. Mais, tu sais, je ne prétends pas que, peu importe que ce soit la théorie des complots ou l'origine des extraterrestres, parce que peut-être qu'on va découvrir ce dont je doute, mais quand même, on ne sait pas. Peut-être que ce sont des intraterrestres. Géologiquement parlant, ça n'a aucun sens. Mais il ne faut pas fermer la porte à rien. Donc, probabilité mathématique que peut-être les vaisseaux qu'on voit qui viennent nous visiter, ils viennent de notre propre planète. Peut-être 0.0001%, mais c'est pas zéro. Hein? Il n'y a jamais zéro, il n'y a jamais de 100%. Alors, sait-on jamais. On va en apprendre davantage dans le futur. Puis au moment où on aura des éléments de preuve hors de tout doute. Mais il est possible qu'il y a des gens qui ont des éléments de preuve
mais qui ne vont pas en parler sur la place publique pour 36 000 raisons qui sont compréhensibles. Oui. Mais qu'eux autres, peut-être qu'ils nous écoutent en ce moment, qui m'écoutent en ce moment, et qui doivent bien rigoler parce qu'ils vont dire, mon Dieu, si ce monsieur-là savait qu'est-ce qui m'est arrivé, puis etc., il arrêterait de se poser la question, y en a-tu pas? Oui, il y en a, mais je peux pas le dire. Alors, c'est peut-être ça aussi l'affaire. Donc, les gens comme moi ne pourront que spéculer à l'infini tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas comme un dévoilement, une preuve tangible, comme les sceptiques l'attendent d'ailleurs, hors de tout doute. Ouais. Ça ressemble un peu à la dérive des continents. Hein? Tant qu'il n'y a pas eu de preuves que les continents dérivaient bel et bien, puis ça c'est arrivé dans les années 50, quand les premiers savants parlaient de ça, ils étaient ridiculisés par leur père. Puis là, à un moment donné, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Alors, à un moment donné, peut-être dans le domaine de l'ufologie, comme dans le domaine du paranormal, on va être devant certaines évidences, puis là, on va arrêter de chamailler, de chicaner, puis dire, on va les étudier plus à fond, voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, puis peut-être apprendre à se connaître un peu mieux, puis se diriger éventuellement vers le divin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, bravo. Hey, c'est une belle phrase pour terminer avec un scientifique qui était notre invité ce soir. Je te remercie vraiment Ça beaucoup. me fait plaisir. C'est une Alors, joie de... voilà, c'est ainsi que va se terminer notre rencontre Vidéorandia numéro 49 pour l'année 2018. Merci, Joanne. Tu as bien fait ça. Oui, j'avais fermé le micro. Oui, ton micro était éteint pour nous dire merci. Merci beaucoup. Merci. Puis Yves-Michel, ça va être un rendez-vous 2019 aussi, hein, s'il y a des développements, des choses si ça t'intéresse de me revoir, de parler de oui, d'autres sujets. absolument. Oui, On va parler oui. de d'autres choses. J'ai vu que tu as fait tes devoirs. Tu es allé regarder la vidéo que je t'avais recommandée de Jean-Pierre Petit. Puis, mais la seule chose que j'ai pas faite, par contre, j'ai pas eu le temps, j'ai été bousculé en fin de semaine, ce sont les commentaires de surprenants. Là. Ah oui, oui. Ah ben oui, ben là, tu pourras voir ce qu'il va rajouter à ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Okay. Tout ce dont on a parlé, le moindrement qu'il y a oui, c'est ça, il va chercher une accroche, il va aller chercher des liens, des sites, des contenus, et on ne parle pas à travers notre chapeau quand on parle. On peut les enlever? Dans une minute. Dans une minute, OK. On lance le générique. Je remercie Geneviève qui a été patiente, 2 heures là, pour elle, là, c'est à suivre la conversation et tout. Alors voilà. Merci, bonne semaine à tous et ça va être un rendez-vous la semaine prochaine. Samedi soir, on est en direct tous les samedis soirs entre 20h et 21h30. Comme vous voyez, là, on est rendu pas loin de 23h. Bonne semaine. Vous venez de voir et d'entendre, mesdames et messieurs, le Vidéorandia de la semaine du samedi 8 décembre 2018. Le numéro 49, deuxième Vidéorandia du mois de décembre. Il n'en reste que 3. Tous les samedis soirs directement de chez Richard Glenn à Mont-Saint-Hilaire. Notre invité, M. Yves-Michel Hénuzet, pour nous parler de la science et d'ufologie. Comment rester un homme de science qui garde sa crédibilité scientifique tout en s'intéressant à l'ufologie, de l'information à l'uformation. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant qu'on retrouve dans le Forum Orandien ainsi que la version MP3 pour ceux qui veulent entendre, puisque le tout se disait beaucoup, évidemment. À la régie, Spirale, Geneviève. C'est une production Orandia Phoenix. Et les éléments qu'on réserve aux nos abonnés au club créé se retrouveront maintenant dans la salle 18-12, 12e mois de l'année 2018. Merci de votre attention et bonne semaine. Comme ce Vidéorandia durait plus de 2 heures, nous avons décidé de placer les 60 dernières minutes de ce Vidéorandia numéro 49 en privé pour les abonnés au club créé, la salle 18-12 du mois de décembre 2018.